Très cher développeur C Sharp, bienvenue à toi dans cette nouveauté qui est à cheval sur .NET 6 et VS 2022. Je vais te parler de la génération de code source automatisé. Attention, ça envoie du lourd. Avant toute chose, si t'es pas abonné, lâche ton pouce bleu, abonne-toi du coup, et active les notifs parce que tu veux être prévenu quand je fais des nouvelles vidéos. Tu vas voir, c'est vachement intéressant et les suivantes le seront probablement aussi. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de la génération de code source. Rapidement, on va placer le contexte. Générer du code source, comment ça se passe? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir à se poser des questions à l'exécution, typiquement par le biais de la réflexion, eh bien, le compilateur va faire du travail en amont. Ça existe déjà depuis très longtemps. On a eu par exemple les modèles T4 dans Visual Studio qui permettaient de définir un bloc de code dans lequel on avait des endroits qui pouvaient être remplacés par des éléments de code. D'ailleurs, quand ça a été supprimé, il y a beaucoup qui ont crié au viol parce que ça leur manquait. Ensuite, on a eu l'AOP, l'Aspect Oriented Programming, qui permettait de faire des bouts de code qui se plaçaient en amont ou en aval de la génération de code pour injecter dynamiquement du code à certains endroits, pour éviter d'avoir à polluer notre code avec certaines choses, comme par exemple, l'AOP était très utilisée pour mettre des logs automatisés en début et fin de fonction. Mais là maintenant, on va pouvoir générer du code automatiquement et ce, à des fins de performance. Là, ce que je vais te démontrer, c'est par rapport à la sérialisation JSON. Alors, comment ça se passe la sérialisation JSON? Et je vais utiliser pour ça le JSON du framework. Et bien en fait, quand vous avez une classe, comme ici j'ai une classe personne avec 3 propriétés, nom, prénom et date de naissance, quand vous avez une instance de la classe personne que vous voulez sérialiser, et que vous le donnez au sérialiseur, de base, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'objet et par réflexion, il va aller voir toutes les propriétés, récupérer les valeurs et générer le JSON par rapport à ça. C'est performant, on va pas se mentir, c'est assez performant pour être utilisé dans un schéma de tous les jours. Mais par contre, quand vous répétez l'opération X centaines de fois, eh bien, vous allez voir des dégradations de performance et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a peut-être plus rapide comme écrire le JSON à la main. C'est le même cas que Automapper et les mappings automatiques, mais là je reste sur la sérialisation. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'écrire du code, de dire une instance de la classe personne, voilà comment ça se sérialise en JSON. J'ouvre la collade, j'écris entre guillemets nom, 2 points, puis la valeur du champ nom, et ainsi de suite. Et ça, on peut le faire à la main, mais c'est long, coûteux et pénible, et en plus de ça, risque d'erreur. Et bien pour ça, on a la génération automatique de JSON avec VS 2022 et .NET 6. Comment ça se passe? Et bien tout d'abord, je vais commencer par écrire ici une nouvelle classe que je vais appeler personne JSON context qui va hériter de la classe JSON serializer context. Alors, cette classe est une classe abstraite, donc ça veut dire que je dois l'implémenter. Mais je ne vais pas le faire. Alors, tu es en train de te dire, ça y est, il devient complètement fou. Je vais me désabonner et je vais retirer mon like. Ne le fais pas, tu vas voir, c'est intéressant. Donc déjà, on va commencer par déclarer ici que le type personne est sérialisable. En fait, cet attribut va permettre au compilateur de savoir que on veut sérialiser une instance à type personne. Ensuite, on va lui préciser également des options pour la génération du code source. Donc en fait ici on peut préciser plein d'options et moi je vais lui préciser le type de génération. Je veux dire voilà comment est-ce que tu veux que tu génères le code et je veux le générer à des fins de sérialisation. Donc je lui précise cette option là. Et donc là, eh bien, ça ne compile toujours pas parce que c'est une classe abstraite et je dois implémenter des membres abstraits. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer ma classe en classe partielle, comme ceci, en disant, eh bien, cette classe là en fait, c'est le bout d'une autre classe qui va être générée automatiquement. Donc ça compile toujours pas. Donc si je fais après générer, la magie opère, la génération a réussi. Donc maintenant qu'elle a réussi, si je vais après dans les analyseurs, ici, je vois beaucoup de fichiers qui ont été générés. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est la suite de ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'en fait ici, si je prends celui-ci, d'ailleurs Visual Studio me prévient maintenant que ce fichier est généré automatiquement et ne peut pas être modifié, c'est du code auto-généré pour le reste de ma classe partielle. Personne JSON context. Et l'avantage, eh bien, c'est que cette classe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre mon type directement et la sérialiser. Par exemple, si je ouvre ici personne, eh bien, je vois que quand je fais serialize handler, eh bien, elle prend directement une personne en paramètre et elle écrit le JSON brut directement dedans. Donc en fait, elle ne se pose pas la question. Et ça, tout ça, c'est généré automatiquement. Et ça peut être utilisé. Ce qui veut dire que dans mon programme, au lieu de faire un JSON serializer, alors je vais faire le using qui va bien pour être tranquille, comme ceci. Au lieu de faire un JSON serializer
.serialize comme ceci qui va utiliser du coup la réflexion, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon personne, alors comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé person JSON context, comme ceci, donc je fais l'usine qui va bien. Là j'ai accès au membre default, et après je vais pouvoir mettre ici, sur une personne, serialize handler, et directement l'appeler. Alors il me faut un UTF-8 JSON writer, donc ici je vais faire un using, un nouveau memory stream, et un using voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon writer et une nouvelle personne. Par exemple. Alors. Grâce à ça, je vais pouvoir automatiquement sérialiser dans ce writer cette personne de façon la plus optimale possible. Donc après, bien sûr, il va me falloir que je sorte ça sous forme de flux de chaîne de caractères quand je veux le transmettre sous forme de chaîne de caractères, mais en tout cas, c'est le plus performant possible. Donc ici, au niveau de ma personne, j'ai simplement créé cette petite classe-là, qui est une classe partielle, parce que sinon, ça va vous tout implémenter et ça sert strictement à rien. Je lui ai précisé que c'était pour sérialiser une personne, et je lui ai précisé que le code source qu'il devait générer était lié à la sérialisation pour générer de la sérialisation optimisée. Et donc ça va m'a générer tout ça qui est ici. Alors on peut faire ça pour plusieurs types bien sûr. Et comme ça, une fois que je l'utilise, après il faut que je pense bien utiliser ce contexte là pour utiliser le handler directement ici. Alors attention, il me dit voilà, j'ai possibilité de quelque chose de nul ici. Bon, le risque est réduit. Mais en tout cas, si après ici je mets un point d'arrêt et que j'exécute ce code là, on voit qu'ici j'ai 71 bytes qui sont en attente dans mon writer, pardon, j'ai 71 bytes qui sont en attente d'écriture et de fonctionnement, tout simplement parce que voilà, ça a été fait. Donc après bien sûr, eh bien, on va faire un writer.flush pour lui dire et maintenant tu peux mettre ça dans le memory stream. Donc si je relance, parce que j'avais oublié le point flush, effectivement dans mon memory stream qui est ici, je retrouve la valeur, length et position. Donc il faut bien sûr penser à réinitialiser la position de memory stream pour le mettre au 0 avant d'aller le lire, hein. Ça c'est encore un coup classique dans lequel on peut se faire avoir, mais c'est du code ultra optimisé qui est ici. Et donc ce que je peux faire, et bien je vais le faire d'ailleurs, je vais faire ms.position égale 0, et là je vais faire un console.writeLine de encoding UTF-8 getString de... Voilà, il a deviné. Alors il m'avait mis une parenthèse de trop. Si, il m'avait mis une parenthèse de... Non, pas de parenthèse de trop. Hop, voilà. Et donc je relance. Et donc si j'ouvre ma console, boum, j'ai mon JSON qui est ici. Donc vous avez vu comment de A à Z, je peux définir du code auto-généré en sérialisation, et ce, le plus performant, le plus rapidement possible, et après comment l'exploiter directement en live. Donc, c'est une nouveauté qui est appréciable. Alors attention, je dis qu'elle repose sur .NET 6 parce qu'elle repose sur les nouveautés introduites dans le framework .NET 6 avec le System Text JSON Source Generation, mais elle repose également sur Visual Studio qui lui va nous permettre de générer ces choses-là et de faire fonctionner l'analyseur comme il se doit. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu à cheval sur les deux. Autre chose aussi, là dans la démo, c'est assez fluide, parfois j'ai des problèmes, ce qu'il est nécessaire de faire peut-être, parce que typiquement j'ai des problèmes à cause du partial ici et de la compilation. Des fois il se mélange un peu les pinceaux, je pense que ça va être fixé rapidement, mais n'hésitez pas à quitter et relancer VS 2022 si vous avez des problèmes de compilation, de bien nettoyer votre code source et de bien régénérer pour être sûr que eh bien, vous n'ayez pas de problème. En tout cas, vachement performant et plus performant que la réflexion, et je pense qu'on va avoir des source generation pour beaucoup de choses. Je pense bien sûr à tout ce qui est mapping qui va pouvoir gagner en performance en utilisant ça plutôt que la réflexion ou dans le cas d'Automapper l'utilisation d'un arbre d'expression. Si ça t'a plu, eh bien lâche tes pouces bleus, abonne-toi et active les notifs. J'ai envie de dire comme d'habitude. Et sur ce, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur les technos.net. Ciao.